bonsoir. Donc, je suis Fleur Richard du Lieu Unique. Je voulais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence qui est le fruit d'un partenariat entre l'IEA, l'Institut d'études avancées, et le Lieu Unique. On a donc un cycle de conférences annuel qui va, là pour la deuxième semestre, il s'agit de la première. Ce sont des conférences qui ont pour point commun d'explorer la question du récit dans la société, dans nos vies, et de savoir ce que le récit peut avoir de structurant pour les individus, pour la politique, pour la société, la religion. Voilà, donc merci à tous. Le prochain rendez-vous, c'est en mars, et après, il y en a un autre en avril, donc on espère vous revoir très vite. Et je laisse la parole donc à Grégory Delaplace et à Julia Passot. Bonsoir, j'espère que ça va. Erwan, c'est bon le son ? Ok. Que vous êtes bien installés. Merci beaucoup à l'IEA et au Lieu Unique de nous offrir ce temps et cet espace pour dialoguer, prendre un petit temps d'échange, parler de l'invisible. Merci de votre présence. Et moi, je suis Julia Passot. Je suis fondatrice et directrice artistique de La Turbine. C'est une structure nantaise pluridisciplinaire de recherche et de création qui a pour objet de croiser les arts vivants et les sciences dans l'idée de se dire comment on pourrait habiter autrement ce monde. Donc on crée des formats sonores, des spectacles implicatifs, on implique les gens qui sont là, et des espaces de discussion, comme on va faire ce soir aussi, pour essayer de repenser, redessiner, reformuler en tout cas les enjeux de société qui nous paraissent essentiels aujourd'hui. Moi, je me suis intéressée à la question de l'invisible par plusieurs biais. Une rencontre d'abord avec une chamane qui s'appelle Yunmila Oyun, qui vient de la région de Tuva en Sibérie. Et puis aussi une rencontre assez structurante et une formation avec Corinne Sombrin, que peut-être certains et certaines d'entre vous connaissent, qui s'est formée au chamanisme en Mongolie, mais avec les Tsatanes, donc dans le nord de la Mongolie, et puis qui a fondé ensuite en France l'Institut Transsciences pour étudier les effets neurocognitifs de la transe, et notamment les appliquer dans le domaine thérapeutique et de la création artistique. Je me suis formée dans ce cadre-là en fait, avec elle, et pour moi, ces états modifiés de conscience, ce lien à l'invisible, en tout cas dans mon travail, ça me permet d'aller ouvrir d'autres portes, d'autres perspectives, et peut-être de cultiver une forme d'intelligence particulière, pour emprunter l'expression de Grégory. Et voilà. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir et que je lui pose des questions. Et Grégory, pour te présenter, donc toi tu es directeur d'études à l'école pratique des hautes études, donc dans la chaire anthropologie du religieux. Tu me dis si je mange des mots ou s'il y a des choses à compléter. Et donc, tu étudies depuis 2007 l'anthropologie... non, pas depuis 2007, depuis beaucoup plus longtemps que ça. Mais en 2007, tu obtiens ta thèse en anthropologie. Tu as étudié avec Roberte Hamaillon, notamment, qui est une anthropologue qui a beaucoup travaillé sur les sujets de la Mongolie aussi. Et ton sujet d'étude, c'est la place des morts dans le quotidien des pasteurs et des sociétés nomades dans le nord-ouest de la Mongolie, donc c'est plus par là-bas. C'est la région de l'Ours. Et tu travailles notamment sur les apparitions d'esprits, sur la pratique du chamanisme, le lien avec l'invisible au sens large. On en reparlera tout à l'heure. Après cette thèse, en fait, tu es allé en Angleterre, à Cambridge, et tu as travaillé auprès de Caroline Humphrey pour le centre d'études sur la Mongolie et l'Asie intérieure. C'est ça, donc tu as poursuivi tes recherches dans ce domaine-là. Et donc, à l'issue un petit peu de ce travail de thèse et de ton terrain en Mongolie, tu as publié ton premier ouvrage qui est là et qui est là-bas aussi, qui s'appelle « L'invention des morts, sépultures, fantômes et photographie en Mongolie contemporaine ». Après, tu reviens en France en 2011 et tu as ton premier poste de maître de conférence donc à l'Université de Paris, Nanterre, et tu diriges le département d'anthropologie. Jusque-là, tout ça va, c'est à peu près tout correct. En 2015, tu es médaillé de bronze au CNRS. Et à partir de ce moment-là, tu commences en fait à développer, en fait, à dépasser ton travail sur la Mongolie, et tu te plonges dans un tout autre espace,
tout autre temps, où tu vas aller en Angleterre et étudier notamment cette société savante qui a été fondée au 19e siècle, alors qui s'appelle, attention à l'accent, Society for Psychical Research, qui est en fait une société qui se consacrait, en fait, qui menait des enquêtes auprès des personnes qui se disaient avoir été en contact avec des phénomènes paranormaux, donc sous plein de formes différentes, et qui étaient un petit peu perturbées par ces phénomènes. Et donc toi, tu décides d'enquêter sur ces enquêteurs. Et tu publies donc en 2021 ton deuxième ouvrage, génial, Les intelligences particulières, enquête sur les maisons hantées, où tu parles de ce terrain-là. Et évidemment, pendant tout ce temps-là, en fait, tu as publié de nombreux articles sur tous ces sujets, donc sur les fantômes, la relation aux morts dans les sociétés mongoles, donc vraiment en naviguant tout le temps entre ces mondes et en essayant, à partir de là, de poser les bases de ce que tu appelles l'anthropologie de l'invisible. Voilà, rien que ça. Est-ce que la présentation paraît complète ? Bah oui, c'est parfait. J'ai plus rien à dire. Ok, bah voilà, on peut aller boire des coups. Anthropologie de l'invisible, c'est quand même un sacré concept déjà quand on pose là. Est-ce que déjà dans un premier temps, pour rentrer un petit peu dans le sujet, tu pourrais un petit peu, alors je sais que c'est une question complexe, définir un peu les contours de ce qu'est l'invisible, de quoi on parle quand on parle d'invisible. Ce qui paraît un peu paradoxal aussi, c'est que quand tu nous parles de l'invisible dans ton ouvrage, donc, ce qui par essence ne peut être vu, tu parles aussi des apparitions, des moments où cet invisible il est vu. Voilà, de quoi on parle en fait ? Oui, c'est toute la question, merci beaucoup. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur les relations avec les morts en Mongolie, dans cette région du nord-ouest, avec ces familles de pasteurs nomades dans l'Oufs, j'avais pas du tout l'idée que j'allais travailler à essayer de poser les bases d'une anthropologie de l'invisible, tout ça. C'est venu au fur et à mesure, et c'est venu d'abord du constat que les Mongols eux-mêmes, ceux avec qui je travaillais donc, les Mongols eux-mêmes parlaient de l'invisible. Et ils avaient une catégorie, Udzugderkoyum, qui signifie les choses qui ne sont pas visibles, dont on ne peut pas faire l'expérience par la vue. Et donc je me suis dit, c'est bizarre. Et je me suis dit exactement la même chose que toi. C'est-à-dire, comment ça, des choses qui ne sont pas visibles par la vue ? Justement, on appelle comme ça des entités, des êtres, alors des fantômes, des esprits, toutes sortes de choses en fait, yum, toutes sortes de choses, qui justement sont visibles dans certaines conditions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Et est-ce que, justement, ce ne serait pas intéressant, en étudiant l'invisible, d'étudier non pas des choses qu'on ne voit jamais, justement, parce que sinon elles n'auraient aucun effet, on ne s'en préoccuperait pas, en fait. On pourrait en parler éventuellement, mais le problème que posent ces choses, c'est justement qu'elles sont visibles, on peut en faire l'expérience dans certaines conditions seulement. Donc, quelles sont les conditions dans lesquelles on peut faire l'expérience de l'invisible, et comment on le raconte ? En fait. Et c'est ça qui m'a projeté dans ce travail, dont après, je n'ai pas pu me dépêtrer, parce que c'est une question qui est trop intéressante, et on n'a jamais fini de l'explorer, parce qu'il y a plein de contextes dans lesquels on peut l'explorer. C'est à quelles conditions on fait l'expérience de quelque chose qui n'est pas censé être visible, qu'on n'est pas censé percevoir. Comment on le raconte, et qu'est-ce que ça implique comme conception du monde, en fait. Et tu parles de... En fait, il y a deux formes aussi Enfin, il y a deux formes. Il y a plein de formes d'invisibles, mais en tout cas, il y a plusieurs types de contextes. Il y a les apparitions fortuites. Ça arrive comme ça, là, paf, je traverse la route et il y a une forme, il y a un phénomène paranormal qui se présente. Et puis, il y a aussi les manifestations, et ça, dans le cadre de ton terrain en Mongolie, tu l'as étudié, qui sont plus ritualisées. Quelque part, on recherche cette connexion avec l'invisible. Alors, justement, c'est là où j'ai été aidé par le terrain que j'avais commencé à faire sur les morts, en fait. C'est là où j'ai été aidé pour prendre la question par un biais différent de celui qui avait été habituellement pris en anthropologie. D'habitude, en anthropologie, on étudie en effet la manière dont différentes sociétés entrent en contact avec des êtres invisibles, plus ou moins visibles, différemment visibles, problématiquement visibles, en tout cas comment ils entrent en contact grâce à tout un tas de dispositifs, des protocoles qui sont institués, des liturgies, des contextes dans lesquels donc on se rend capable d'entrer en contact avec des êtres qu'on sait nommer mais qu'on n'arrive pas à percevoir facilement. Hein. Donc des rituels chamaniques,
n'importe quel en fait, protocole médiumnique par lequel une personne est jugée capable d'entrer en relation et de nous mettre en relation avec des choses que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Tout ça, c'est effectivement des protocoles institués, et c'est des choses qui se prêtent bien à la description, puisque c'est des choses qui sont déjà en fait, mises en avant par les sociétés dans des contextes officiels, plus ou moins publics, en tout cas, qui sont nommés comme tels. Donc l'anthropologie connaît bien ça. Et les anthropologues, depuis le début de la discipline, ont essayé de documenter les différentes manières dont les humains entraient en contact avec l'invisible. Mais ce que le terrain que j'ai fait dans l'OUFS, ce sur quoi ça m'a interpellé, c'est justement ces moments dans lesquels la rencontre avec l'invisible n'est pas prévue. Elle n'est pas scriptée, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un, tout d'un coup, se trouve attrapé, mis en contact avec un être, une chose, en fait, un truc dont la personne ne sait pas encore trop ce dont il s'agit, sans qu'il y ait de protocole prévu pour faire sens de la rencontre. Donc, ce moment où l'invisible s'invite sans qu'il soit sollicité. Et c'est ces moments, donc, à partir desquels je me suis dit, en fait, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est l'invisible en anthropologie? On a beau jeu, en fait, de dire que les êtres invisibles sont l'objet de croyances variables à travers les sociétés et donc font l'objet de rituels institués, stipulés par les personnes, qui donc les inventent d'une certaine manière dans chacun des rituels. On a beau jeu de dire ça, parce qu'on n'étudie que les moments où on prépare l'intervention de l'invisible. Mais comment faut qu'est-ce qu'il faut faire, du coup, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire de ces moments où l'invisible n'est pas prévu et où il arrive sans être stipulé, sans que quelqu'un ait dit à un moment « bon, faut faire un rituel pour la divinité machin ». Non, là, c'est la divinité machin qui se trouve être tout d'un coup en train de vous attraper par le collet en disant « je suis là et fais quelque chose ». Oui, c'est beaucoup plus troublant en fait. Et justement, qui sont ces personnes, enfin, en t'intéressant à ces contextes-là, qui sont des contextes plus fortuits, accidentels, non prévus, en fait, j'ai l'impression que tu t'es aussi posé la question de qui étaient les personnes qui étaient en contact de cet invisible, de ces expériences, que ce soit en Mongolie ou en Angleterre. D'ailleurs, là, j'englobe un peu tous tes terrains de recherche. Tu as essayé de voir quel était un peu le dénominateur commun de ces personnes. Et on verra après qu'il y a plein de catégories de personnes par rapport à l'invisible. Mais en tout cas, il y a un mot qui m'a particulièrement touchée dans ton travail, c'est le mot de l'inquiétude. En fait, c'est quelque part, toi tu dis peut-être ce qui pourrait les caractériser, ces personnes-là, c'est que c'est des personnes qui sont inquiètes, qui sont intranquilles, qui ont peut-être ce qui-vive aussi, et cette acuité, et c'est peut-être cette extra-sensibilité ou cette sensibilité plus, quoi, qui fait qu'elles vont être peut-être ouvertes à d'autres formes de perception, et que ça va arriver. Et j'aimerais bien t'entendre là-dessus, sur ce mot d'inquiétude, parce que je le trouve assez... Et d'ailleurs, tu le qualifies d'intelligence particulière. Pourquoi et enfin, en quoi, selon toi, je trouve que tu arrives à retourner aussi cette catégorie de personnes qui peuvent être parfois un peu stigmatisées et marginalisées, peut-être mises du côté de la folie, en disant peut-être que ces personnes-là, elles ont quelque chose qui peut être utile aussi pour la société, quoi. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, et si tu me permets, je vais faire un petit détour par les récits eux-mêmes. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé vraiment des histoires qui rapportent l'apparition de l'invisible. Et c'est vrai que la première chose dont je me suis rendu compte en recueillant les récits en Mongolie, donc les récits d'apparition de morts, de fantômes, d'esprits plus ou moins identifiés, c'est que tout le monde n'avait pas les mêmes compétences dans la perception de l'invisible, donc des Udzirlikuyum. Tout le monde n'avait pas les compétences, et c'est même le sujet des histoires. C'est-à-dire que quand on met ensemble les histoires, elles racontent que certaines personnes sont capables de voir de façon continue ce que les pauvres témoins ne peuvent qu'entreapercevoir, de façon très furtive. Certaines personnes sont capables de les voir. Alors, ces personnes, on ne sait pas trop pourquoi ils voient ces choses-là.
on nous dit qu'elles sont nées comme ça, qu'on s'est rendu compte à leur adolescence que en fait, elles voyaient des choses que les autres ne voyaient pas, quoi. Et que ce n'était pas seulement le fruit de leur imagination, qu'ils n'étaient pas juste en train de raconter n'importe quoi, mais que ça corroborait une expérience commune, quoi. Je dis à l'adolescence parce que voir l'invisible, c'est quelque chose que les Mongols attribuent aux nourrissons. Tous les nourrissons, en fait, avant qu'ils accèdent à la parole, sont capables de voir l'invisible. Justement, ils ne sont pas capables d'en parler, et ils ne sont pas capables de voir et de dire. Ce qui est très intéressant, c'est que... Comme les animaux aussi, t'en parles. Comme les animaux, en effet, bon, les chevaux sont aussi des voyants en Mongolie, mais enfin, pas par leurs yeux, mais par leur chair, en fait, ils sentent la présence de l'invisible. Ce qui est rigolo, c'est que ces voyants, donc, qu'on sait voir l'invisible de leurs yeux, c'est ce qui est dit, hein, ils voient de leurs yeux, et donc ils voient de façon continue ce que les autres ne voient de façon furtive, ils ne sont jamais là pour raconter des histoires. Parce que, évidemment, j'ai essayé de trianguler les différents récits et de voir, ah bah tiens, il paraît que machin, Dash, eh ben, il sait voir de ses yeux, et il est voyant. Où il est Dash? Ah bah Dash, il est mort. Ah bon, et puis il y a Niam aussi. Niam, il est capable de voir. Il est où, Niam? Ah lui, on ne sait pas, il est loin. Autrement dit, les voyants n'étaient jamais disponibles pour raconter les histoires. Donc le fait de voir et le fait de raconter semblent, d'une certaine manière, toujours dissociés comme compétences. Celui qui raconte, c'est celui qui, justement, ne voit pas bien, quoi, qui voit de façon furtive ce que l'autre personne a vu de façon continue, hein. Mais il y a un troisième type de personnes, qui sont les devins, qui, eux, ont appris par leur père ou par un stage qu'ils ont fait plus ou moins prolongé dans un monastère bouddhique. Ils ont appris par des moyens divinatoires de savoir quelle était l'entité qui apparaissait. Donc ils sont capables de dire quel est le fantôme qui apparaît. Mais ils ne le voient pas. Ils sont capables de dire quel est le fantôme, et par les moyens rituels qu'ils ont appris, hein, ils n'ont pas de capacité personnelle spéciale, ils ont juste appris des techniques, ils sont capables aussi de les exorciser. Donc on dit d'eux qu'ils savent et qu'ils peuvent, hein. Donc il y a ceux qui voient, et il y a ceux qui savent et qui peuvent. Mais c'est jamais les mêmes personnes. Et c'est encore des personnes différentes qui racontent. Donc ce que les récits en fait, de rencontres avec l'invisible disaient en Mongolie, c'était que les compétences perceptives et communicationnelles avec l'invisible étaient dispersées. Il n'y a pas une personne qui sait, qui voit et qui peut. Ce qui serait bien pratique, parce que ça pose tout un tas de problèmes que les gens qui voient, ils ne savent pas exorciser. Parce qu'ils voient l'invisible, mais quand ils sont eux-mêmes la cible d'une apparition, quand un fantôme revient les voir, quand une âme, un revenant, revient les voir dans leur lit, hein, c'est ça qui se passe en général, ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent le voir, mais ils le voient au dernier moment, et ils n'ont aucun moyen de s'échapper ou d'exorciser l'esprit. Inversement, les devins, ils peuvent connaître l'identité du mort, ils peuvent connaître même les moyens de l'exorciser, mais ils ne voient pas. Donc ça leur arrive de faire des bourdes, d'exorciser le mauvais fantôme, ou quand ils vont à la chasse, ce qui arrive à tout le monde, quand ils vont à la chasse, de tuer le mauvais animal qu'ils auraient dû voir être associé à un esprit qu'il ne fallait pas toucher, quoi. Bref, tout un tas de problèmes vient de cette dispersion. Ce qui est encore plus intéressant, et ce qui va dans le sens de ta question, c'est que cette dispersion, elle raconte autre chose, hein. Au niveau méta, en creux, en fait, elle raconte l'absence d'un spécialiste qui a existé à certains moments de l'histoire cosmologique de la Mongolie, le chaman. Le chaman, c'est précisément ce spécialiste qui est un peu le couteau suisse de l'invisible, qui sait à la fois voir, exorciser et raconter les histoires. C'est lui qui raconte après ses voyages dans l'au-delà, c'est lui qui peut raconter ce qu'il a vu. Alors quelquefois, quand il revient, il ne s'en souvient plus. Il faut savoir quand lui demander de raconter. Parce que quelquefois, il faut lui demander de raconter avant que le rituel soit fini, parce que quand le rituel finit vraiment, il n'a plus de souvenirs, quoi. Donc le discours n'est pas évident non plus, mais il est possible à un moment de la trajectoire du chaman. Et ces chamans, justement, ils n'existent plus dans le nord-ouest de la Mongolie. Alors depuis que j'ai fait ce livre, il y en a certains qui sont revenus, mais c'est encore des individus très marginaux.
pour des raisons historiques en fait assez contingentes, hein, l'ancrage très fort du bouddhisme dans le nord-ouest de la Mongolie. On pourra revenir là-dessus, mais c'est vraiment des trucs historiques qui ont fait ça et qui ont abouti à cette situation que les chamans n'étaient pas là pour rassembler les compétences de perception de l'invisible, alors qu'ils sont là en ville. Et donc en ville, on a des récits complètement différents, un mode de communication avec l'invisible, ce qu'on peut appeler un régime de communication avec l'invisible, qui est complètement différent. Puisqu'il y a ces spécialistes qu'on peut aller voir pour faire l'ensemble des choses qu'on devrait demander à des personnes dispersées sinon. Et j'en finis pour vraiment arriver à ta question, c'est que une fois qu'on a étudié la dispersion des compétences, il reste quand même ces personnes qu'on pourrait trop facilement prendre pour acquises, parce que justement, elles n'ont pas de compétences particulières. Elles n'ont pas l'air d'avoir des compétences particulières. C'est les gens du commun, c'est les témoins qui, en fait, presque comme vous et moi, se retrouvent tout d'un coup, comme on disait tout à l'heure, nez à nez avec l'invisible. Et qui le racontent après. Alors, effectivement, c'est un peu comme des gens comme vous et moi. Mais quand même, c'est pas tout à fait des gens comme vous et moi. Ça, c'est ce que tu racontes aussi dans le deuxième livre. Et en fait, c'est le deuxième livre qui m'a aussi fait comprendre que ceux qui étaient dans cette position en Mongolie, c'est pas des personnes comme vous et moi non plus, complètement. C'est des personnes qui, effectivement, n'ont pas de compétences particulières, mais qui ont une sensibilité particulière. Et quelque chose qui, justement, socialement, et ça c'est intéressant, qui socialement n'est pas scripté, qui socialement est pas vraiment, donne pas lieu à un statut particulier. Juste, on les connaît. On sait que telle personne, ça lui arrive de voir des fantômes. On ne va pas penser qu'elle est folle ou qu'elle affabule, cette personne, parce que, justement, les récits qu'elle raconte, les expériences qu'elle a eues, sont des expériences qui ont été corroborées par des gens qui voient de leurs yeux, par des devins, par tout un tas d'autres spécialistes qui, eux, ont un statut qui permet de corroborer et d'authentifier l'apparition de l'invisible. Et donc, ces personnes, elles ont quand même un statut spécial, parce que là encore, elles sont un petit peu sous le radar de l'anthropologie habituelle, si l'anthropologie se concentre sur les faits sociaux institutionnalisés. Ils ne font pas l'objet d'une institutionnalisation particulière de leur statut ou des pratiques par lesquelles ils entrent en contact avec l'invisible, parce que c'est toujours des choses qui ont l'air d'être spontanées, mais ça leur arrive quand même plus souvent qu'aux autres. Et quand je me suis intéressé aux archives de cette société pour la recherche psychique en Angleterre, qui a l'avantage donc de présenter des centaines de témoignages, justement, d'apparitions de fantômes ou autres êtres, justement, qu'on ne sait pas bien définir, des centaines de témoignages qui mettent en scène, où sont mis en scène donc les affects, les états d'âme, l'inquiétude de ces témoins ordinaires, mais dont les enquêteurs se rendent compte au fur et à mesure qu'ils ne sont pas si ordinaires que ça. C'est-à-dire que dans leur groupe d'amis, dans leur groupe de voisins, on reconnaît, là encore, on n'a pas l'impression qu'ils affabulent, on leur reconnaît une faculté de percevoir dans les lieux des choses que d'autres personnes ne perçoivent pas. Et les enquêteurs disent, oui, c'est des personnes qui sont un peu folles, qui sont nerveuses, qui sont hystériques. Quand c'est des femmes, tout de suite le diagnostic d'hystérie vient. On est assez tôt dans le XXe siècle, hein, donc c'est du sens commun pour la psychologie de cette époque-là. Et donc on les disqualifie. Et on disqualifie la compétence que les autres leur reconnaissent en juste la psychologisant, quoi. En effet, on arrive à repérer, quand on trace des liens entre tous ces cas, la même chose qui existe en Mongolie, c'est-à-dire une sensibilité particulière qui n'est pas accrochée forcément à une compétence institutionnalisée. Et qui est une faculté de s'inquiéter, en effet. Une faculté à s'inquiéter. Et le lien aussi qu'on peut faire avec tout ça, tu parlais tout à l'heure des récits, c'est finalement... c'est quel est l'intérêt de raconter en fait ces expériences, pourquoi les personnes ont besoin de mettre en récit d'une manière particulière. Alors ça, pareil, tu le développes aussi dans ton livre, c'est quels sont ces types de récits, et elles ont des caractéristiques assez particulières, mais finalement, à quoi ça sert de mettre en récit? Est-ce que c'est une manière de mettre de la cohérence aussi dans quelque chose qui paraît inexplicable, qui est troublant, qui est déstabilisant? Est-ce que c'est une manière de pouvoir justement faire exister
certaines choses, ou de les questionner en tout cas. Mais voilà, est-ce que ces récits ont un rôle spécifique ? J'ai l'impression que tu interroges aussi beaucoup ça dans tes ouvrages. Et si on revient à la distribution des compétences en Mongolie, le récit, le langage, c'est un peu la seule compétence dont les témoins peuvent se prévaloir. C'est la seule qu'ils ont, quoi. Ils voient rien, et ils peuvent pas exorciser. Donc ils peuvent raconter l'histoire. Alors à quoi ça sert ? C'est une question intéressante parce qu'elle permet de mettre le doigt sur le fait que, en fait, ça sert à la fois à quelque chose de très précis et à rien de particulier. À quelque chose de très précis, ça sert à trouver les recours qui permettront aux témoins inquiets de comprendre ce dont il s'agit. Parce que cette sensibilité non institutionnalisée, qui distingue certains témoins quand même par rapport à d'autres, elle ne permet pas de savoir ce dont il s'agit. Et ça, c'est ce qui caractérise vraiment une expérience d'apparition de l'invisible, c'est que c'est quelque chose qui vous apparaît sans vous donner les moyens de savoir ce dont il s'agit. Vous vous trouvez en fait face à une perception, une expérience qui perceptivement et autrement, qui se défausse, qui sape les possibilités de sa propre compréhension. Il y a des moyens linguistiques qui sont mobilisés dans les récits faits par ces témoins pour expliquer précisément ça. C'est quelque chose déjà qu'on ne peut pas comparer à autre chose, ou en fait qu'on peut décrire que en comparant avec quelque chose que ça n'est pas. Donc c'est comme un vélo qu'on aurait balancé dans le grenier. C'est comme un boulet de canon qu'on aurait tiré sur le mur. C'est comme une odeur qu'on aurait entendue. Hein, tout ça, c'est des citations d'histoires de fantômes, donc racontées par les témoins pour essayer de mettre le doigt sur une perception qui est inqualifiable. Et c'est vraiment le problème, c'est le caractère inqualifiable de ces expériences qui nécessitent un recours. On a besoin de faire un détour par quelqu'un, donc un spécialiste, qui saura nous dire ce dont il s'agit, qui saura qualifier pour nous l'expérience. Donc le récit, c'est le moyen d'obtenir ce recours. C'est ce qui va permettre aux spécialistes, devins, voyants ou quoi, de qualifier ce dont il s'agit, d'ajouter la pierre au récit qui permettra ensuite de faire une histoire de fantôme. Ce qui est assez amusant donc, dans ton livre sur les intelligences particulières, c'est de voir comment en fait, ces récits ils rentrent en conflit, entre guillemets, ou en tout cas en résonance avec l'enquête de cette société savante qui veut avoir une posture scientifique. Et du coup, on se retrouve... En fait, j'ai l'impression aussi que ces mises en récit, c'est aussi une manière de pouvoir parler et de faire exister, je trouve, de manière assez... quelque part, il y a une posture qui est assez maligne, je trouve, même si elle n'est pas forcément conscientisée peut-être par les personnes qui le font, de se dire, en fait, emprunter les détours du récit pour parler de ces phénomènes paranormaux, c'est prendre des détours peut-être pour aller faire une petite brèche dans le réel, sans utiliser le langage habituel ou justement les arguments scientifiques, puisqu'on est sur un autre terrain, on est sur le terrain de l'imaginaire, on est sur le terrain du récit. Et pour autant, ça vient provoquer des effets quand même dans les esprits des personnes qui le racontent et qui les écoutent. Oui. Alors, à la différence de ça, qui est que les brèches dans le réel, c'est pas rigolo. Et c'est difficile, en fait, les brèches dans le réel. C'est quelque chose qui est profondément inquiétant, d'une manière qui n'est pas plaisante. Les histoires de fantômes peuvent être plaisantes une fois qu'elles ont été résolues. Hein, et effectivement, c'est quelque chose, une fois que ça a été empaqueté d'une manière qui peut être objectivée, et donc on a compris de quoi il s'agissait, et qu'on a compris que c'était quelque chose de ponctuel, qui n'aurait plus d'incidence sur le présent, on peut en rigoler. Au moment où ce récit est fait, et au moment où ce récit est fait aux enquêteurs, il est empreint d'une inquiétude et d'une urgence, où on a besoin, en effet, de combler cette brèche dans le réel. Et les histoires de fantômes, c'est aussi pour ça que je disais qu'elles servaient à rien de particulier, c'est que j'ai l'impression que la façon dont elles sont racontées, même après coup, outre le plaisir qu'elles peuvent susciter quand une fois tout est réglé, elles
elles sont plutôt un moyen de revenir sur ce constat. En fait, ce constat étonnant, au sens vraiment fort de étonnant, ce constat étonnant que le monde n'est pas tout à fait comme on peut le percevoir. Et le monde, on n'est jamais bien sûr de quoi il est composé. Et surtout, une fois que vous avez fait cette expérience, une fois que vous l'avez faite vous, une fois que vous avez vu des lieux, des choses que vous ne voyez pas d'habitude, que tout le monde ne voit pas de la même manière, mais que du coup, une fois que vous les avez vus, vous ne pouvez pas les dévoir, et vous ne pouvez pas oublier qu'il y a cette dimension-là qui est présente dans le réel. Une fois que vous avez fait cette expérience, eh ben, vous vous sentez toujours plus ou moins, possiblement, en défaut par rapport au monde que vous habitez. Vous habitez dans un monde que vous savez ne pouvoir voir que partiellement. Et ça, c'est quand même une expérience et une réalisation qui n'est pas extrêmement confortable. Donc s'il y a quelque chose que permettent de faire les histoires de fantômes, c'est peut-être de conjurer cet inconfort. Soit de le conjurer d'une manière plaisante quand c'est arrivé à d'autres. Ah, vous savez pas ce qui arrive à machin, comme quoi on sait pas trop de quoi le monde est fait, quoi. Hein, heureusement que ça m'est pas arrivé à moi. Ou de le conjurer en disant, quand même, il y a ce moment où j'ai vécu ça, et visiblement c'est ça qui m'est arrivé, mais quelles applications ça a? Ça veut dire que là, en fait, les lieux ne sont pas tels qu'on les voit. Les lieux ne sont pas tels qu'on les perçoit. Il y a du monde quelque chose qui dépasse toujours ce qu'on peut en savoir. Et c'est à la fois excitant, il y a un côté de plaisir intellectuel à se dire c'est quelque chose qu'on peut explorer, mais c'est en fait quelque chose qui menace toujours de nous interpeller, quoi. On n'est jamais sûr des conditions dans lesquelles ça va nous tomber dessus. Et les histoires de fantômes, elles servent à rien de particulier, à mon avis, en tant que récit stabilisé, hein, une fois qu'on a résolu cette brèche dans le réel, quoi, parce qu'elles servent à rien de particulier, sauf à s'accommoder au fur et à mesure, peut-être s'habituer à la possibilité de cette brèche, justement, et à la possibilité qu'elle se réouvre. Moi, c'est comme ça que je le verrais, et c'est comme ça que j'interprète en fait l'intention aussi des récits que j'ai pu entendre en Mongolie ou lire dans ces archives. Tu parles du rôle des récits pour les personnes qui vivent ces expériences-là, mais il y a aussi en rassemblant tous ces récits, le regard que nous, on peut avoir sur ces récits, ce que tu fais dans ton travail, et quel rôle ça a aussi dans cette déstabilisation du monde, et dans cette potentialité aussi d'une autre vision, d'autres récits. Enfin, on connaît la force des contes et des fables, et pour aussi changer notre vision du réel. Et en rassemblant en fait tous ces récits-là, je pense qu'il y a aussi matière à se dire ah bah tiens, comment aussi qu'est-ce qui se dessine à cet endroit-là et qui peut dire autre chose que ce qu'on a raconté et ce qu'on raconte du réel. Mais tu parlais des lieux, peut-être partir sur un autre aspect de ton travail aussi, c'est finalement ces histoires de relations d'interdépendance. Donc, tu as parlé un petit peu des différentes personnes en Mongolie. Justement, il y a celles qui voient, celles qui savent. Et effectivement, on le retrouve aussi en Angleterre. Il y a ces personnes qui... Tu parles un moment aussi, tu relates une expérience où il y a une sorte de vision collective. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une personne qui va être peut-être plus inquiète que les autres. Inquiète au sens où on en parle depuis le début. C'est-à-dire qu'il va avoir des visions assez précises et qui... finalement va presque pas persuader de manière rationnelle, mais en tout cas va provoquer dans son entourage aussi peut-être des visions similaires, peut-être par contagion émotionnelle, ou toi tu parles parce qu'ils sont en intelligence, ils sont en lien, et finalement du coup il y a une autre catégorie de personnes qui se crée, et ces deuxièmes personnes-là, elles ont aussi des visions, mais par l'intermédiaire d'autres personnes. Et puis il y a aussi ce lien avec les animaux. Tu parles de l'expérience du cheval de Hans aussi, qui peut-être tu pourras nous en dire deux mots, qui en fait en lien avec son maître peut aussi avoir des informations qu'on va qualifier peut-être de l'ordre de l'invisible ou de la télépathie. Et finalement, ce qui est intéressant de voir si c'est vrai ou pas vrai, on s'en fiche quelque part, c'est de voir comment tout ça circule et ça crée en fait des liens entre les êtres, entre les entités, d'ailleurs humaines et non humaines. Alors, il y a beaucoup de choses, encore une fois. Non, au contraire, c'est bien. J'essaie de réfléchir à l'angle par lequel entrer dans ta question.
dans la réponse à ta question. Et il y a quelque chose qui est assez fascinant dans l'après-guerre en Angleterre. En fait, dans ce moment spiritualiste de l'Angleterre, qui est en fait un moment de l'Europe et des États-Unis, en fait, un moment assez partagé dans le monde occidental, 1850-1950. Il y a quelque chose qui se passe, on pourra revenir sur les circonstances historiques de ça, mais en tout cas, ce qui est fascinant et ce qui ressort dans ces archives, c'est qu'il y a une ouverture des possibilités relationnelles avec les esprits et autres choses invisibles. Autre chose invisible, évidemment, la science est en train de conquérir tout un tas de territoires invisibles. Le magnétisme, les lointaines constellations, les fonds marins, il y a tout un tas de choses qui étaient invisibles, les micro-organismes, tout un tas de choses qui étaient invisibles et qui le sont de moins en moins, quoi. Et parallèlement, il y a des groupes de personnes qui vont faire Flores, qui se disent les esprits aussi, on a peut-être les moyens technologiques aujourd'hui de mieux les percevoir et de les rendre moins invisibles. Et la Société pour la recherche psychique est fondée par des scientifiques de renom pour essayer de donner matière à cette hypothèse qu'en effet, on a les moyens scientifiques de corroborer tout un tas de choses qui, avant, étaient juste de la superstition, ou en tout cas qu'on laissait à la superstition, à la crédulité populaire. On pourrait pouvoir, comme tout un tas de phénomènes naturels, les tirer de la crédulité populaire pour en connaître les lois scientifiques. C'est ça, la Société pour la recherche psychique. Et ça, donc, le mouvement dans lequel ça s'insère, ça crée une ouverture des possibles ontologiques, vraiment, où ce qu'est un être devient de nouveau une question. Ça pose question, mais aussi les moyens pour documenter l'invisible posent question. Donc, autrement dit, par rapport au contexte assez stabilisé de la Mongolie post-socialiste, où on sait très bien à qui s'adresser pour authentifier la présence de quelle chose invisible, en Angleterre, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il y a beaucoup de choix, en fait. On peut s'adresser à des prêtres, on peut s'adresser à des pasteurs, on peut s'adresser à des scientifiques, on peut peut-être s'adresser à la police, on peut peut-être s'adresser à d'autres, à certains scientifiques qui sont un petit peu marginaux par rapport à la communauté scientifique. On peut s'adresser à des associations spiritualistes, à des médiums, etc., etc., etc. Donc les témoins d'expériences qui se passent, qu'on voit se passer un petit peu partout, de différentes manières, là, en Angleterre, sont face à une offre institutionnelle de moyens de qualifier l'invisible et d'interagir avec, qui est proliférante, quoi. Donc c'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que le médium est au coin de la rue, quoi, et que tout le monde connaît dans son entourage un médium qui va pouvoir nous dire de quel fantôme il s'agit. Tout le monde sait à peu près faire tourner les tables dans l'Angleterre de cette époque. C'est quelque chose qui est aussi bateau et aussi plaisant d'ailleurs qu'un jeu de société. Et là, c'est l'Angleterre des années 50 dont je parle. La France est un tout petit peu différente, mais en fait, on vit dans un monde et on est les héritiers d'une histoire qu'on oublie quelquefois un petit peu. On est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pense, quoi. On a une relation à l'invisible dans notre passé très proche qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante que ce qu'on pense. Mais donc, pour revenir à ta question, il y a en effet, dans ce contexte-là, un flottement plus grand, du coup, dans les conditions dans lesquelles on va pouvoir authentifier la présence de l'invisible dans un lieu. Et donc, une plus grande place qui est laissée à la possibilité de se demander ensemble, dans un groupe de voisins, dans une maisonnée, qu'est-ce qui est en train d'apparaître ? Et donc de s'interroger plus, d'avoir plus de réflexivité, c'est ça qui se passe vraiment dans l'Angleterre du début du XXe, de la fin du XIXe, début du XXe, d'avoir une plus grande réflexivité sur qu'est-ce qu'on est en train de percevoir. Donc une plus grande place qui est donnée au récit, et un plus grand espace pour que les récits se déploient autour des expériences de telle ou telle personne. Et ce qu'on voit apparaître, en effet, c'est ce qui est beaucoup plus difficile à voir dans d'autres contextes, c'est les liens
tu appelles ça des liens d'interdépendance, les liens de correspondance, en fait, qui existent entre ce qu'une personne voit d'une situation étonnante, anormale, déstabilisante, ce qu'une personne voit de cette situation et que ce qu'une autre personne va en ressentir. Et donc, ces correspondances-là, on les voit entrer en intelligence, donc, entrer en communication assez profonde, presque, je veux dire, non consciente. On les voit entrer en correspondance d'une manière qui donne de l'épaisseur à ce qui est en train d'apparaître. Et c'est ça que les enquêteurs y voient. Les enquêteurs scientifiques, les enquêteurs de la Société pour la recherche scientifique, ils arrivent dans les maisons, ils interrogent tout le monde, et ils voient que tout le monde, en fait, chacun, dans ce qu'il perçoit... Contaminé, quoi. Et voilà. Et pour eux, c'est de la contamination. Pour eux, c'est de la suggestion. C'est-à-dire que chacun est influencé par une autre personne dans ce qu'elle voit. Et donc, ils disent, on ne peut rien faire des maisons hantées, parce qu'on n'arrivera jamais à documenter scientifiquement ce qui s'y passe, parce que ce qui s'y passe, c'est... On ne peut jamais distinguer ce qu'une personne a vu de ce qu'elle pense avoir vu, étant donné ce que l'autre personne a vu. Or, ce que les témoins disent, c'est précisément le contraire. C'est la même chose et le contraire. C'est ce que les témoins disent, c'est si moi j'avais été seul à voir le truc, ça m'aurait rien fait. Enfin, je veux dire, je sais que tout le monde peut se tromper. La raison pour laquelle je fais appel à cette société, c'est que moi, ce que j'ai vu, l'autre personne, elle l'a ressenti, et puis machin, il a entendu le truc, et puis un tel sait que dans le passé de la maison, il y a eu bidule. Et donc, c'est cette concordance-là qui crée le caractère inquiétant et intéressant de l'expérience pour les témoins, et c'est précisément ce qui la disqualifie pour les scientifiques, qui voudraient pouvoir isoler la perception d'un événement physique de ce qu'en disent les uns et les autres. Or, là, ce que ça nous montre, c'est la façon dont, effectivement, un être invisible, prend une réalité, pas de nulle part, mais prend une réalité dans la concordance entre des perceptions connexes, en fait. Pas forcément simultanées, mais connexes. Et c'est ça que ça montre. C'est-à-dire la cristallisation de ces intelligences, donc pris dans les deux sens du terme. Les enquêteurs disent ces gens-là sont en intelligence, ils sont en connivence en fait. En gros, on ne peut pas leur faire confiance. Mais les témoins eux-mêmes disent bah oui, on est en intelligence. C'est-à-dire que en effet, on voit des choses ensemble que séparément on ne pourrait pas voir et que nos voisins ne voient pas. Oui. C'est de ça dont on veut vous parler, c'est précisément de ça dont on veut vous parler. C'est une forme d'empathie quelque part, et on parlait de la mise en récit tout à l'heure, donc justement de retranscrire par la parole en fait ces expériences-là. Là, c'est d'autres sens qui sont mobilisés. Ça dépasse la parole en fait. C'est des signes en perspective, c'est des sensations, c'est aussi des choses qui circulent, une information qui circule un peu différemment. Et il y a d'autres liens qui se font aussi, et tu en parles beaucoup, tu parles des maisons hantées, c'est les lieux dans lesquels ont lieu ces apparitions et ces phénomènes-là. En Mongolie, tu distingues justement, tu parles des lieux intérieurs, des espaces de l'habitat, des espaces domestiques, dans lesquels on va y avoir plutôt l'apparition de formes d'esprits qu'on connaît ou de personnes les revenants, ce que tu appelles les revenants. Et puis les espaces extérieurs où il va y avoir plutôt des fantômes et des apparitions non identifiées, des ovnis. Et du coup, la question, c'est finalement comment ces lieux, ils jouent un rôle dans cette histoire aussi. Qu'est-ce qui raconte aussi de ce lien à l'invisible ? Et après, j'aimerais bien faire le lien aussi avec notre rapport au lieu aussi aujourd'hui dans notre société, et comment en fait on laisse ou non, ou on laisse un peu moins la place justement à ces apparitions, à cet invisible. Alors, le plus brièvement possible, j'ai presque envie de retourner la question en disant qu'est-ce que ces phénomènes disent de notre rapport au lieu, en fait, et de la mettre en écho avec une autre question qui peut sembler complètement, qui peut sembler sans aucun lien avec la première, qui est qu'est-ce qui fait qu'un endroit c'est un lieu ? Vous avez 3 heures. J'ai envie de dire, mais non justement, j'ai envie de dire que ce qui fait qu'un endroit est un lieu, c'est qu'il est potentiellement hantable. Et j'irais même jusqu'à dire que ce qui fait qu'un endroit est un lieu, c'est qu'il est toujours déjà hanté, en fait. Et ce qui fait un lieu, c'est justement la relation qu'on a, de façon potentielle ou actuelle,
la relation qu'on a qui, justement, n'est pas perceptible par tout le monde. Et c'est ça, un phénomène de hantise. C'est une radicalisation de la relation particulière, non transposable, qu'un groupe de personnes a avec un endroit. Et c'est ça qui en fait un lieu. C'est ça qui en fait un lieu, et c'est ça qui en fait un lieu... et c'est ça qui en fait un lieu presque monstrueux dans le cas des hantises, en fait. C'est une radicalisation, une monstruosisation de notre relation usuelle, normale, souhaitable, avec les lieux. Cet investissement personnel devient une capacité à percevoir des choses qui nous inquiètent. Et justement, tu parles de monstrueux, donc quelque chose qui nous fait peur. Je te disais tout à l'heure, et là-dessus, justement, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, c'est que finalement, j'ai envie de faire le lien avec l'architecture, l'urbanisme, et comment on vit dans les espaces sociaux dans lesquels on vit aujourd'hui, toutes et tous, que ce soit plutôt des milieux urbains. Comment ça s'est aménagé, et comment, finalement, aujourd'hui, il y a la sensation, et il y a des gens qui le disent, par exemple, je citais Cynthia Fleury et Antoine Finoglio qui ont écrit sur ce sujet, un livre qui s'appelle « Ce qui ne peut être volé » et qui justement essaye de voir ce qui aujourd'hui dans nos habitats a été mis de côté dans la manière dont on réfléchit, la manière d'habiter ce monde, justement qui mettrait complètement de côté. Alors, je sais que du coup il y a plus de complexité de ça, mais justement qui mettrait de côté finalement ce lien à l'invisible, cette place pour l'autre, quelque part, enfin pour les autres, de quelque manière qu'il soit, et qui nous coupe quelque part du vivant aussi. Et peut-être que moi j'y vois en tout cas peut-être aussi un élément de compréhension aussi peut-être de la crise dans laquelle on est, c'est de se dire comment en fait s'être coupé en fait de cette inquiétude, même dans les espaces dans lesquels on vit, en fait ça peut être délétère aussi, enfin c'est délétère et ça nous coupe du vivant quoi. C'est un peu alambiqué. Il y a plusieurs manières de répondre et de poursuivre la discussion, en fait. La manière la plus brève, peut-être, ce serait de s'appuyer sur le genre de récits qui m'ont intéressé pour suggérer que c'est pas nous qui décidons de la façon dont on habite les lieux, complètement. C'est-à-dire que ça ne relève pas seulement de notre décision et de ce qu'on peut stipuler comme relation au monde. Le monde nous rattrape, notamment dans les fantômes, à travers les fantômes, et à travers ces faits de hantise qui nous interpellent, quelle que soit la façon dont on avait décidé d'habiter les lieux. Ce qui est intéressant dans ces récits, et dans ce qui circule dans ce moment spiritualiste dans l'Angleterre, et des États-Unis et de l'Europe, c'est que, comme on en parle beaucoup, et que c'est censé concerner tout le monde, il y a des gens qui disent « mais moi, ça ne me concerne pas ». Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'y crois pas, les fantômes. Enfin, je veux dire, ça ne me préoccupe absolument pas, quoi. Ça ne m'inquiète pas. Et même mon environnement est absolument purifié de tout ce qui pourrait ressembler à ce qui vous intéresse, de fantômes, d'invisibles et tout ça. Et paf, ils se retrouvent à un moment où on leur tire la jambe pendant la nuit, et en fait, ça se corrobore avec ce que leur grande-tante leur avait dit de la grand-mère qui avait dormi ici à tel moment, et tout ça. Et tout d'un coup, en fait, se tissent, malgré eux, contre eux, et à leur corps défendant, une relation au lieu qu'ils n'avaient pas prévu d'entretenir. Donc, les lieux décident aussi de la façon dont on les habite, en nous sollicitant d'une manière dont on n'avait pas forcément prévu d'être sollicité. Et de la même manière que ces fantômes nous rappellent toujours qu'on ne sait jamais vraiment bien de quoi notre monde est constitué, tout attentif qu'on peut se rendre par rapport à la complexité du vivant, telle qu'on peut la constater, on peut apprendre les espèces de tous les oiseaux qui nous entourent, leur comportement, être beaucoup plus attentif à la vie des plantes et à leur cycle, et la façon dont on peut nous se coordonner à leur cycle, et tout ça, tout un tas de choses qui sont extrêmement nécessaires et qui n'ont jamais été aussi nécessaires qu'avec la crise climatique à laquelle on fait face. Mais une fois qu'on aura fait tout ça, on sera tout de même, et c'est à mon avis une des beautés du monde, on restera à la proie
de ce qui nous dépasse dans le monde et de tout ce qu'on ne pourra jamais en connaître et qui risque qui risque de nous saisir au moment où on n'avait pas prévu d'être saisi, aussi attentif qu'on puisse être, encore une fois. Donc, les fantômes sont un formidable appel à l'humilité, en fait. Une humilité qui n'est pas seulement une humilité savante, qui est aussi une humilité d'accepter l'ignorance relative de ce qui nous entoure. Ça ne veut pas dire donc de refuser de s'y intéresser, mais ça veut dire de s'y intéresser aussi dans la mesure où ça nous dépasse. De pas seulement s'intéresser à ce qu'on peut connaître, mais aussi de s'intéresser à ce qui nous prendra à revers, quoi. Et ce qui restera toujours un petit peu inattendu et relativement imperceptible dans le monde qui nous entoure. Il faut aussi porter notre attention à ce à quoi on ne pourra jamais vraiment être complètement attentif, quoi. Ouais, waouh. Être attentif à notre manière d'être attentif et aussi d'être surprise, finalement. Ok, moi je pense qu'on peut terminer là-dessus parce que c'est assez fort comme idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Je crois que tu vas publier aussi un autre ouvrage d'ici la fin de l'année, Anthropologie des fantômes. Oui, ça, une anthropologie des fantômes, là pour le coup qui essaye de comprendre les apparitions de fantômes, les fantômes, par rapport au rituel funéraire et la façon dont les fantômes sont des morts qui débordent en fait et qu'on n'arrive pas à maintenir en place. Ok, bon, un troisième venu au lieu unique. Merci beaucoup à toutes et à toutes. Merci Grégory. Bonne soirée.